L'Afrique, un continent de cultures vibrantes, de paysages divers et d'un potentiel immense, est aux prises avec un défi récurrent, les prises de pouvoir militaires. Des plaines arides du Sahel aux villes animées d'Afrique de l'Ouest, le spectacle de soldats s'emparant du pouvoir est devenu un spectacle indésirable. Ces coups d'État, souvent rapides et décisifs, envoient des ondes de choc à travers la communauté internationale, soulevant des inquiétudes quant à la stabilité, la démocratie et les droits de l'homme. La fréquence de ces événements soulève la question suivante: pourquoi l'armée, une institution destinée à protéger la nation, se transforme-t-elle si souvent en son maître? Pourquoi certains segments de la société africaine voient-ils les militaires comme des sauveurs, accueillant favorablement leur intervention dans la sphère politique? La réponse réside dans la profonde désillusion envers les gouvernements civils, souvent perçus comme corrompus, inefficaces et déconnectés des besoins du peuple. Face aux difficultés économiques, aux troubles sociaux ou à l'instabilité politique, l'armée, avec son aura de discipline et de détermination, peut apparaître comme une lueur d'espoir. La fréquence des prises de pouvoir militaires en Afrique n'est pas uniquement attribuable aux actions de généraux ambitieux. C'est aussi le symptôme de problèmes structurels plus profonds qui rongent le continent depuis son indépendance. L'héritage du colonialisme, avec ses frontières artificielles, ses économies extractives et ses tactiques de division pour mieux régner, a laissé de nombreuses nations africaines mal préparées aux défis de l'autogouvernance. Des décennies de mauvaise gestion économique, de corruption et d'instabilité politique ont érodé la confiance du public dans les institutions démocratiques. Les élections, souvent entachées d'irrégularités et de violence, sont perçues par beaucoup comme une simple mascarade, un outil permettant aux élites de maintenir leur emprise sur le pouvoir. Pour comprendre la présence persistante des militaires dans la politique africaine, il faut d'abord se pencher sur le passé colonial du continent. Les puissances européennes, mues par l'avidité et des ambitions impériales, ont découpé l'Afrique sans se soucier des frontières ethniques, culturelles ou linguistiques existantes. Ce découpage arbitraire a semé les graines des conflits futurs, créant des États artificiels aux populations diverses, souvent opposées les unes aux autres. L'ère postcoloniale a apporté de nouveaux défis à l'Afrique, alors que le continent devenait un champ de bataille pour les rivalités de la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique, en quête de domination mondiale, cherchaient à étendre leur sphère d'influence, soutenant souvent des régimes autoritaires alignés sur leurs intérêts idéologiques. Cette ingérence extérieure a davantage déstabilisé la région, exacerbant les tensions existantes et sapant les fragiles institutions démocratiques. La fin du régime colonial n'a pas inauguré une ère de paix et de prospérité pour l'Afrique. De nombreuses nations nouvellement indépendantes ont lutté pour surmonter l'héritage du colonialisme, aux prises avec des institutions faibles, des divisions ethniques et des économies sous-développées. L'euphorie de l'indépendance a rapidement cédé la place à la désillusion, car les dividendes promis de la liberté ne se sont pas matérialisés pour la majorité de la population. Le Mali, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, autrefois un symbole de démocratie et de stabilité dans la région, est devenu une illustration frappante de l'interaction complexe entre intervention militaire, défaillance de la gouvernance et attrait de l'uniforme. Hanté par une histoire de coups d'État et en proie à des défis profondément ancrés, la descente du Mali dans la tourmente révèle la fragilité des institutions démocratiques et la nature cyclique des prises de pouvoir militaires. La région du Sahel, où se situe le Mali, est devenue un foyer d'instabilité aux prises avec la pauvreté, le changement climatique et la montée de l'extrémisme violent. Deuxième partie, un héritage de coups d'État, semer les graines du mécontentement. Le coup d'État de 2012 n'était pas un incident isolé dans l'histoire du Mali. C'était plutôt le symptôme d'un malaise plus profond,
un héritage d'interventions militaires en politique qui avait gangrené le pays depuis son indépendance de la France en 1960. Le premier coup d'État du Mali, en 1968, mené par le lieutenant Moussa Traoré, a inauguré une ère de régime autoritaire qui a duré plus de 2 décennies. Le régime de Traoré, caractérisé par la répression, la corruption et la stagnation économique, a semé les graines du mécontentement qui alimenterait les troubles futurs. Le coup d'État de 1991, mené par Amadou Toumani Touré, a mis fin à la dictature de Traoré et a inauguré une période de démocratie multipartite. Troisième partie, des casernes aux urnes, une transition difficile. La communauté internationale, alarmée par la détérioration de la situation au Mali, est intervenue pour soutenir le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Les forces françaises, dans le cadre de l'opération Serval, ont joué un rôle crucial en repoussant les militants islamistes des grands centres urbains. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, également connue sous le nom de MINUSMA, a été créée pour soutenir le processus de paix, protéger les civils et promouvoir les droits de l'homme. La transition vers un régime civil a été semée d'embûches. Première partie, Niger, un pays prisonnier de son histoire. Le Niger, vaste nation enclavée au cœur du Sahel, illustre de manière frappante comment l'héritage historique, l'instabilité politique et l'attrait des solutions militaires peuvent piéger un pays dans un cycle de coups d'État et de sous-développement. Malgré ses abondantes ressources minières, le Niger reste l'un des pays les plus pauvres du monde, sa population subissant une pauvreté chronique, la faim et un environnement sécuritaire précaire. Les racines des difficultés actuelles du Niger sont profondes, liées à l'héritage du colonialisme français qui a laissé le pays avec des institutions faibles, des frontières artificielles traversant les lignes ethniques et une économie fortement dépendante de l'exportation de matières premières. L'histoire du Niger est jonchée des débris de coups d'État, chacun laissant derrière lui un sillage de promesses non tenues et un cynisme public grandissant quant à la possibilité d'un véritable changement démocratique. Le coup d'État de 1996, mené par le colonel Ibrahim Baré Maïna Sara, a renversé le gouvernement démocratiquement élu du président Mahaman Ousmane, promettant de restaurer l'ordre et de relancer l'économie. Cependant, le régime de Maïna Sara ne s'est pas avéré différent de ses prédécesseurs, marqué par la répression, la corruption et la stagnation économique. Le cycle récurrent de coups d'État et d'instabilité politique au Niger a eu un impact dévastateur sur les perspectives de développement du pays, le piégeant dans un cercle vicieux de pauvreté, d'insécurité et de sous-développement. Chaque coup d'État, quelles que soient les intentions de ses dirigeants, a perturbé la gouvernance, érodé les capacités institutionnelles et sapé l'état de droit, créant un environnement propice à la corruption, à l'impunité et à l'absence de responsabilité. La menace constante d'intervention militaire a également découragé les investissements étrangers, étouffé la croissance du secteur privé et détourné des ressources rares des services sociaux essentiels, tels que l'éducation, les soins de santé et le développement des infrastructures. Le manque d'opportunités économiques, associé à la croissance démographique rapide et à l'impact du changement climatique, a alimenté la pauvreté, le chômage et les troubles sociaux, créant un terrain fertile pour les groupes extrémistes qui cherchent à exploiter les griefs et à recruter des jeunes désabusés. Le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, porte une histoire marquée par les coups d'État militaires, chacun témoignant de l'attrait persistant du soldat sauveur. Pourtant, sous le vernis des prises de pouvoir rapides et des promesses de changement, se cache une nation aux prises avec les dures réalités de ce schéma récurrent. Le zèle révolutionnaire qui a jadis suscité l'espoir,
incarné par la figure emblématique de Thomas Sankara, s'est estompé, remplacé par un cycle d'instabilité qui continue d'entraver le progrès du pays. Connu sous le nom de Haute-Volta avant le règne de Sankara, le Burkina Faso est depuis longtemps en proie à la pauvreté, aux inégalités et à un sentiment de marginalisation sur la scène mondiale. Deuxième partie, une histoire marquée par les coups d'État de Sankara à nos jours. Le spectre de Thomas Sankara plane sur l'histoire du Burkina Faso. Officier charismatique porteur d'une vision révolutionnaire, Sankara a pris le pouvoir en 1983, promettant de transformer le pays en un modèle d'autosuffisance et de justice sociale. Ces réformes ambitieuses, visant à éradiquer la corruption, à promouvoir l'égalité des sexes et à améliorer les soins de santé et l'éducation, ont captivé l'imagination de beaucoup, en particulier des jeunes, qui voyaient en lui un dirigeant véritablement dévoué à leurs aspirations. Cependant, le règne de Sankara a été tragiquement interrompu en 1987, lorsqu'il a été assassiné lors d'un coup d'État mené par son ami proche et camarade, Blaise Compaoré. Le régime de Compaoré, en rupture totale avec les idéaux révolutionnaires de Sankara, a marqué le début d'une ère de régime autoritaire qui a duré près de 3 décennies. Troisième partie, le prix des bouleversements perpétuels, une nation à la dérive. En janvier 2022, la fragile démocratie du Burkina Faso a de nouveau été brisée par un coup d'État militaire. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, invoquant l'incapacité du gouvernement Kaboré à faire face à la détérioration de la situation sécuritaire et à améliorer l'économie, a pris le pouvoir, promettant un retour à la stabilité et une attention renouvelée à la lutte contre le terrorisme. Le coup d'État, accueilli par des réactions mitigées de la population, a mis en évidence le profond sentiment de frustration et de désillusion à l'égard du statu quo politique. Cependant, la junte de Damiba a été confrontée à bon nombre des mêmes défis que ses prédécesseurs. La situation sécuritaire a continué de se détériorer, les attaques djihadistes devenant plus fréquentes et meurtrières, déplaçant des centaines de milliers de personnes et créant une crise humanitaire. Les tactiques musclées de la junte, notamment les restrictions à la liberté d'expression et de réunion, ont suscité des critiques de la part des groupes de défense des droits de l'homme, faisant craindre un retour à l'autoritarisme. Première partie, Guinée. Une révolution. Trahie, une nation à la dérive. La Guinée, une nation dotée d'abondantes ressources naturelles, pourtant aux prises avec une histoire marquée par des troubles politiques, constitue un exemple poignant de l'impact dévastateur de l'intervention militaire et de la nature cyclique des luttes de pouvoir en Afrique. Des cendres de la domination coloniale aux espoirs déçus d'une révolution trahie, le parcours de la Guinée est celui d'un immense potentiel gaspillé par l'autoritarisme, la corruption et l'attrait persistant des solutions militaires. L'histoire de la Guinée est celle de contrastes saisissants. Le poids de l'histoire, de Touré à Condé, un cycle de promesses brisées. Les premiers pas de la Guinée vers l'indépendance, sous la direction d'Ahmed Sékou Touré, ont commencé par une vague d'espoir et de ferveur panafricaine. Touré, figure charismatique qui a mené le pays à l'indépendance de la domination coloniale française en 1958, a promis une rupture avec les chaînes du passé et un avenir défini par l'autosuffisance, le progrès social et l'unité africaine. Cependant, cet optimisme initial a rapidement cédé la place à la désillusion lorsque le régime de Touré a sombré dans l'autoritarisme, marqué par la répression politique, les violations des droits de l'homme et la mauvaise gestion économique. L'armée, initialement saluée comme des héros de la lutte pour la libération, est devenue l'instrument du régime répressif de Touré, utilisé pour faire taire la dissidence, consolider le pouvoir
et maintenir un climat de peur. Une lueur d'espoir ou une descente vers l'autoritarisme. Le tollé international qui a suivi le massacre du Stade a forcé Camara à abandonner le pouvoir, ouvrant la voie aux premières élections démocratiques de la Guinée en 2010. Alpha Condé, un vétéran de l'opposition qui avait passé des années en exil, est sorti victorieux, suscitant l'espoir d'une nouvelle ère de gouvernance démocratique, de respect des droits de l'homme et de progrès économique. La présidence de Condé, bien que marquée par quelques progrès en matière de développement des infrastructures et de croissance économique, a également été entachée d'allégations de corruption, d'un rétrécissement de l'espace politique et d'une répression de la dissidence. Sa décision de briguer un troisième mandat controversé en 2020 a déclenché des manifestations généralisées et la condamnation de la communauté internationale. Le chant des sirènes du régime militaire, une chimère de stabilité. Le continent africain se trouve à la croisée des chemins, aux prises avec l'héritage persistant de l'intervention militaire dans son paysage politique. Des plaines ensoleillées du Mali aux rues animées de Conakry, les histoires de ces nations brossent un tableau complexe et souvent décourageant de l'attrait et de la nature finalement illusoire du régime militaire. Le chant des sirènes du soldat sauveur, promettant stabilité et ordre au milieu du chaos des supposés échecs civils, s'est avéré être une mélodie dangereuse et souvent autodestructrice. Les cas du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Guinée sont des rappels frappants de la nature cyclique des coups d'État, chacun d'eux témoignant des défis profondément enracinés qui continuent de gangréner le continent. Tracer une nouvelle voie, forger un avenir au-delà des casernes, briser le cycle des coups d'État et favoriser un avenir où le bruit des bottes sur le pavé ne sonne plus. Le glas de la démocratie exige une approche multidimensionnelle et à long terme. Cela exige un engagement à s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, à renforcer les institutions démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et à donner aux citoyens les moyens de tenir leurs dirigeants responsables. Investir dans l'éducation, la santé et les opportunités économiques, en particulier pour les jeunes, est essentiel pour créer une société plus juste et équitable, une société où l'attrait des solutions rapides et la promesse de solutions militaires perdent leur attrait.